OK. J'aimerais vous présenter brièvement DoseView 3D, qui est la deuxième génération de système de QVAO de Standard Imagine. Le slogan de cette présentation de ce produit est Better Hardware et Better Data, c'est-à-dire que meilleur matériel pour les données de qualité. Je suis Joshua Anna, docteur en physique médicale et chargé de clientèle pour Standard Imagine en Europe. J'ai une expérience clinique d'une vingtaine d'années. Je remercie Monsieur Hu Petersen, le responsable du produit DoseView 3D, pour la préparation des diapos. Voici le programme de notre présentation. On commencera par une information pratique, la présentation de la société Standard Imagine, présentation de l'aspect matériel et logiciel du logiciel DoseView 3D, une démonstration du logiciel, un résumé en guise de conclusion, une réponse aux questions qui sera posée pendant cet exposé ou d'autres questions qui seront posées à la fin de l'exposé si le temps le permet. Quelques informations pratiques. La session sera évidemment enregistrée et le lien de l'enregistrement sera envoyé aux inscrits pour pouvoir le télécharger. Si vous avez des questions, à tout moment, n'hésitez pas à utiliser la boîte d'échange de GoToMeeting pour poser vos questions et ces questions seront seront répondues à la fin de la présentation. Et puis, si le temps nous permet, que j'ai déjà indiqué, nous aurons l'opportunité de poser des questions en direct. Présentant la société Standard Imagine. Standard Imagine est une société SARL basée à Middleton, dans l'État de Wisconsin. La société a ses débuts en 1989, où il fabriquait essentiellement des chambres d'ionisation et d'électromètres, en particulier les chambres extra-DIN, qui sont connues mondialement pour sa performance et sa fiabilité. Aujourd'hui, la société grandit pour devenir un concepteur et fabricant d'une gamme complète de produits d'assurance de qualité en radiothérapie. Comme vous pouvez le voir par le panneau solaire, c'est une société verte, soucieuse de l'environnement. Et puis aussi, le bâtiment que vous voyez, c'est la troisième localisation de la société. Comme en grandissant, il a construit de nouveaux bâtiments. C'est une entreprise d'envergure internationale avec présence en Europe, en Asie et en Moyen-Orient. Standard Imagine, ce n'est pas qu'un nom, ce n'est pas qu'une société ou une organisation, c'est aussi du personnel compétent qui sont conscients de l'importance de leur travail et leur contribution dans la lutte contre le cancer. Ils sont fiers de s'associer avec vous dans cette lutte. Maintenant, nous allons aborder la question spécifique à la cuve, mais avant tout, rappelons-nous quels sont les objectifs quand on achète une cuve à eau, qu'est-ce qu'on voudrait faire avec. Premièrement, il y a la thèse d'acceptance, c'est-à-dire que je vais comparer les performances réelles de mon dispositif, de mon système, avec les spécifications du fabricant. Il y a la mise en service de l'INAC, vérification de toutes les énergies, taille de champ, modification de faisceau et ainsi de suite. Les AQ annuels ou selon les protocoles nationaux et aussi vérification périodique selon besoin. Alors, autre chose aussi, une fois que j'ai décidé d'acheter une cuve à eau, je vais me poser la question de savoir quelles sont les caractéristiques d'une bonne cuve à eau. Moi, je vous propose les réponses suivantes. Une cuve à eau doit avoir une position très précise et reproductible. Les données doivent être de haute qualité, c'est-à-dire que faible rapport signal sur bruit. Doit être fiable et le matériel doit être aussi solide année après année. La configuration doit être facile et l'utilisation aussi. Étant donné la faible fréquence d'utilisation, souvent après l'utilisation, d'une utilisation à l'autre, on risque d'avoir oublié comment fonctionne la cuve. Donc la cuve doit nous permettre de rapidement se souvenir de son utilisation sans devoir ouvrir le manuel à chaque fois.
Et puis aussi, évidemment, il faut qu'il soit assez flexible et compatible avec les détecteurs, non seulement de Standard Imaging, mais les détecteurs des autres fabricants, selon les protocoles utilisés et les différents TPS du marché. Alors, comment est-ce que le Standard Imaging se positionne la cube 2 3D se positionne par rapport à ces critères que nous avons énumérés? Positionnement précis et cohérent. Le système, le cadre est en aluminium de forte épaisseur, ce qui lui assure une rigidité maximale, simplifie la configuration et maintient la reproductibilité. Le fait qu'il soit suffisamment rigide, 3 points d'appui, la précision et la répétibilité de ce système a été testée et puis on peut vous garantir une précision de l'ordre 0,1 mm, quel que soit l'axe considéré. Effectivement, comme le système est suffisamment rigide, 3 points d'appui suffit pour régler la planité ou l'horizontalité du système. Donc, puisque c'est rigide, grâce aux 3 points seulement, je peux garantir le nivellement du système. Aussi, comme vous pouvez le voir aussi, nous avons deux systèmes à 2 niveaux à bulles pour régler l'horizontalité transverse et longitudinale. Avant de livrer le système chez le client, nous faisons une test industriel pour chaque équipement et tester avec un étalon de mesure industrielle avant de le livrer. Donc, quand nous disons 0,1 mm, c'est le 0,1 mm vérifié industriellement en usine avant la livraison. Comme vous pouvez voir aussi, la cube et le cadre sont rigidement fixés ensemble, ce qui assure une intégrité à long terme. Le chariot élevateur que vous voyez ici et son réservoir sont intégrés ensemble avec le plateforme de positionnement. En option, si l'utilisateur ne souhaite pas disposer de réservoir, nous avons aussi une solution sur roulette ou qui se compose de colonnes que nous voyons ici avec le plateau. Et à droite, vous pouvez voir un système de vidange révolutionnaire qui nous permet de vider jusqu'à quasiment le dernier goutte d'eau dans le réservoir. Le plateforme de positionnement nous permet d'ajuster pour ajuster des créneaux de 45 ou 80 degrés par pas de 10 degrés, ce qui nous permet d'avoir un positionnement angulaire précis, en particulier pour les mesures de diagonale. Vous voyez aussi 3 leviers, un levier pour le déplacement longitudinal, un autre levier pour le déplacement transverse et un levier de rotation qui nous permet de vraiment ajuster la position du détecteur à moins de 0,1 mm près pour le déplacement longitudinal et de l'ordre 0,1 de l'ordre 0,5 degrés pour la rotation. La nouvelle génération a été conçue pour être compatible avec la Halcyon de Varian. Et comme vous pouvez le voir ici, parce que le profil a été réduit, et une conception compacte et une rigidité améliorée, ce qui nous permet maintenant de pouvoir positionner facilement le système dans le tunnel d'Halcyon. Alors, en ce qui concerne la machine Halcyon, et en particulier et en général les machines à trous, les machines à tunnel, c'est parce que on n'a pas beaucoup d'espace pour positionner la cuve, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour manipuler la cuve une fois en place. Et troisièmement, comme la cuve, on doit le poser sur la table de traitement, le poids qu'on peut poser sur table sont limités par le fabricant. Donc, alors, et surtout qu'il n'y a plus la projection lumineuse, qu'il n'y a plus la simulation lumineuse, ni, excusez-moi, surtout qu'il n'y a plus de simulation lumineuse, ni le croisillon qui nous permet de centrer le champ. Alors, je vais vous dire comment nous avons abordé ces trois
problèmes essentiels. Premièrement, en ce qui concerne l'absence de la projection lumineuse et de croisillon, nous avons mis au point, développé un capuchon en laiton qui nous permet le centrage de la chambre ou de détecteur grâce à l'imagerie portable. Comme vous pouvez le voir, ce système a un évidement qui me permet de voir l'axe horizontal et aussi un trou. Vous pouvez voir le petit point, un trou là qui me permet de visualiser l'axe longitudinal. Et avec le portal imageur, vous pouvez voir la projection de ce dispositif. Vous voyez bien que en vert, c'est le croisillon virtuel de la machine. Et en jaune, c'est l'axe de l'image. Et vous voyez bien que nous pouvons, grâce à ce système, facilement aligner mon détecteur, la chambre d'ionisation dont on retrouve la projection dans l'image portale. Vous pouvez retrouver qu'on arrive, grâce à ce système, facilement centrer le détecteur, même si je n'ai pas de projection lumineuse. Donc, il suffit simplement de prendre un champ symétrique, mettons de l'ordre de 10 par 10, et acquérir une image portale et ajuster mon détecteur jusqu'à ce que ma projection du croisillon virtuel en vert soit alignée avec l'axe de ma chambre ainsi que le centre de l'image. De ce fait-là, je garantis que non seulement que ma chambre est bien centrée par rapport au croisillon, et aussi que la verticalité est correcte, puisque j'ai le centre de la chambre qui est aligné à la fois au croisillon virtuel et au centre de l'image. Pour gérer la difficulté de maniement de la cuve, la seule chose essentielle à régler une fois que la cuve est en place et qu'on a ajusté la position, c'est de régler le niveau et de mettre le détecteur à niveau. Et pour cela, à droite, si on va derrière la machine, vous voyez bien, nous avons une molette pour régler le niveau ou la horizontalité de la machine. Vous voyez qu'on a un battement assez grand pour compenser la flex de la machine. Donc, et aussi le niveau à bulle, l'image là n'est pas assez grande. On peut voir aussi que pas derrière la machine, on a accès facile au réglage de la horizontalité longitudinale, ainsi aussi voir le niveau à bulle. Okay. La boîtier de commande du système est un boîtier de commande sans fil et avec le report de tous les axes sur un afficheur digital central. Donc, de ce fait-là, avec ce boîtier, je peux effectuer toutes les commandes de la cuve, soit le centrage et la définition des axes et de l'origine, soit aussi comment ça s'appelle, le déplacement. Le système dispose de 3 vitesses, dont une vitesse pas à pas de 0,1 mm. Et l'interrupteur de l'alimentation des détecteurs aussi inclus dans ce boîtier. Ce qui, vous savez, qu'il est fortement déconseillé de débrancher les chambres d'ionisation sans couper l'alimentation, la haute tension. Autrement, on risque de soit claquer la chambre, soit endommager l'électromètre. Comme j'ai dit pendant la présentation de la société Standard Imaging, Standard Imaging est surtout connu pendant longtemps et aujourd'hui aussi pour la qualité de ses électromètres et des chambres d'ionisation. Donc, le système est livré avec un électromètre spécifique à la chambre, mais qui bénéficie de l'ensemble d'expériences de Standard Imaging dans ce domaine. Donc, c'est un système à numérisation rapide avec une résolution de 2 fentes Coulomb. Chaque chambre de référence et chambre de mesure
est alimenté de façon indépendante, ce qui réduit l'interférence entre la chambre de mesure et la chambre de référence. Le système, quand on achète le système, on obtient au même temps un certain nombre d'adaptateurs. Un adaptateur de centrage universel, c'est-à-dire que grâce à cet adaptateur, vous pouvez centrer une fois et utiliser quelle que soit la chambre, que ce soit des chambres de différents diamètres, cylindriques de différents diamètres ou des chambres plates. Comment que ça se fait? Ce détecteur universel possède des croisillons antérieurs et latéraux plus une croix centrale, comme on peut le voir dans cette image-là. Et une fois qu'on a les autres supports ont été fabriqués de sorte qui s'aligne, que la chambre qui contienne s'aligne parfaitement avec les croisillons de ce détecteur. Ce qui fait que pour swapper ou pour changer de détecteur pendant la mesure, j'ai pas à reprendre l'alignement. J'aligne une fois pour tout et à partir du moment où j'ai aligné avec ce détecteur, ce gabarit, toutes les autres chambres avec leur support viendront s'aligner en même temps. Ça, c'est la première fonction de ce dispositif. La deuxième aussi est un système de vérification ou de réglage fin de l'horizontalité. Donc, une fois que je l'ai aligné, il suffirait de le déplacer. Et si mon niveau d'eau, si ma chambre et le niveau d'eau est bien horizontal, le trait horizontal va rester au niveau d'eau. Si jamais le niveau d'eau n'est pas correct, pendant le déplacement, soit il va plonger dans ce sens, comme nous voyons à gauche, il va plonger dans l'autre. Donc, ce dispositif non seulement me permet d'obtenir le centrage unique pour l'ensemble des chambres que je vais utiliser, mais me permet aussi de rapidement vérifier l'horizontalité de mon niveau d'eau et aussi de déplacement de mon détecteur. En plus de ce dispositif, le système lui-même a un moyen de vérifier, de retrouver l'axe, cette fois-ci non pas de la simulation lumineuse, mais l'axe des rayons X. Pour ce faire, une fois qu'on a centré, on fait déplacer le système de gauche à droite dans le sens transverse. Et le système, une fois qu'il aura trouvé le 50% de l'isodose ou du profil, il va le marquer comme la limite du faisceau à gauche. Il va se déplacer automatiquement dans le sens contraire pour trouver aussi le 50% de profil. Ainsi, il va prendre la position moyenne de ses limites comme le centre de faisceau dans le sens transverse et va répéter l'opération dans le sens longitudinal. Ainsi, automatiquement, je peux retrouver le centre géométrique du rayonnement, l'axe du rayonnement, ce qui me permet, grâce à ce système, de vérifier que mon axe, la projection lumineuse ou la simulation lumineuse correspond bien à mon irradiation. Effectivement, si je fais ça à si je fais cette opération à plusieurs profondeurs et qu'il n'y a pas de déplacement, c'est aussi une façon de vérifier la verticalité de mon déplacement. Aussi, le système est livré avec deux chambres A28 qui ont la particularité d'avoir un bon compromis entre le volume de détection de 0,125 mm et le rapport signal-sur-bruit. Ce qui lui fait un détecteur idéal pour la mesure dans l'eau. Il a une volume de détection sphérique, ce qui fait que le profil transverse et le profil longitudinal ont la même résolution. Donc, il n'y a pas d'effet de manche remarquable dans ma mesure. Ce qui ne sera pas le cas si j'avais une chambre d'ionisation dont le volume n'est pas sphérique. En général, quand je fais mon profil transverse, j'ai une très bonne résolution, mais dans le sens longitudinal,
j'ai une résolution dégradée du fait que dans ce sens-là, le longueur de mesure est plus la longueur du volume de mesure est plus large. Souvent, pour résoudre ce problème, ce que les gens font, c'est de retourner le plateau de 90 degrés pour utiliser toujours la même partie de chambre. Mais parce que cette chambre a une volume sphérique, on n'a pas besoin de faire cette rotation, ce qui est un gain de temps énorme. Donc, il est fait en plastique Schunker, c'est C552 homogène, y compris la paroi, l'électrode de garde et aussi le collecteur. De ce fait, je n'ai pas d'hétérogénéité dans ma mesure. OK, là, les chambres sont livrées avec 5 années de garantie d'emblée. Et en plus des chambres d'ionisation, nous vous proposons aussi les diodes et les scintillateurs. L'intérêt des scintillateurs, c'est qu'ils nous permettent de faire des mesures de profil avec une résolution qui peut descendre jusqu'à 1 mm par 1 mm, ce qui est très utile quand je fais des mesures avec des petits faisceaux. Le système a été conçu aussi pour minimiser le temps d'arrêt et aussi permettre à l'utilisateur de prendre en charge ou de prendre en charge localement l'entretien et la réparation du système. Ainsi, tous les composants sont remplaçables par l'utilisateur. Il suffit de commander les pièces et puis vous faites le remplacement vous-même, soit au niveau des moteurs, soit au niveau de l'unité de contrôle de mouvement, soit le câble ou soit les alimentations électriques. Et effectivement, les moteurs sont entièrement interchangeables et s'alignent automatiquement, ce qui fait que j'ai pas besoin de commander toute une batterie de moteurs. Je peux avoir une moteur ou deux en spare, ce qui fait que chaque fois un problème, quel que soit l'axe, je peux le remplacer le moteur avec le même moteur. Maintenant, le logiciel, après avoir survolé les caractéristiques du matériel, maintenant nous allons aborder l'aspect logiciel. Donc, c'est un logiciel web avec une navigation facile, c'est-à-dire comme vous voyez à droite, le système est orienté workflow. Ça veut dire que il est organisé en sorte de suivre les démarches logiques pour faire une acquisition, une analyse avec la cube. À gauche, donc chaque étape principale est représentée soit par un menu principal ou soit par un onglet. Et puis ensuite, pour chaque étape, on a les volets qui permettent d'acquérir les paramètres. Nous verrons ça en détail dans peu, une fois qu'on aura abordé la démonstration du logiciel. Donc, toutes les fonctions sont directement accessibles. Les menus sont intuitifs pour la configuration de l'acquisition et l'analyse des listes de mesures. Nous les appelons Q, c'est la terminologie, mais ça veut dire la liste de mesures qui s'enchaînent l'une derrière l'autre pendant la mesure. Voilà, maintenant, je vais vous faire une démonstration du logiciel rapidement. Donc, à l'ouverture, le système vous propose un écran d'accueil qui vous permet de, comme je vous ai dit, travailler selon une logique. La logique, c'est quoi? Premièrement, je définis tout mon équipement, c'est-à-dire que mes accélérateurs, mes détecteurs et mes machines et mes cliniques. Parce que le système aussi, ce qui est important, c'est que DOSView est conçu pour pouvoir servir plusieurs centres à la fois. Si vous êtes un établissement qui dispose de plusieurs centres, vous pouvez regrouper vos analyses, quels que soient les centres, dans le même logiciel, dans la même base de données. Et pour cela, donc, vous allez devoir créer vos cliniques. Voilà. Et donc, on crée une clinique. Et pour chaque clinique, on va définir les machines qui appartiennent à ces cliniques. Nous avons déjà quelques exemples de cliniques. Pour créer une clinique, soit il existe déjà, je le sélectionne, autrement je l'ajoute.
Et pour l'ajouter, j'attends que je donne un nom. Vous voyez bien maintenant, tant que vous voyez que je ne peux pas enregistrer puisqu'il me manque des informations essentielles. C'est ce que nous appelons l'intelligence, qui est un guide très utile pour ce genre de logiciel. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de mémoriser tous les fonctionnements pour pouvoir les utiliser. Le système m'aide soit m'interdisant de faire des choses pour lesquelles il n'est pas prêt, ou soit en me proposant que des informations qui sont utiles de ce que je fais. Là, je ne peux pas enregistrer. Pourquoi? Parce qu'il me manque le email et que comme j'ai une étoile rouge, ça veut dire que le email est obligatoire. Maintenant, je peux l'enregistrer. Donc, ce principe qu'on appelle intelligence est partout dans le logiciel, ce qui vous permet de, comme on a dit, comme c'est quelque chose que j'utilise très occasionnellement, je n'ai pas besoin à chaque fois de relire le manuel d'utilisation puisque le logiciel m'aide à me retrouver, à me souvenir des étapes qu'il faut faire. Donc, on a créé une machine, un centre. Maintenant que j'ai créé un centre, je vais pouvoir ajouter des machines pour ce centre. Pour cela, je fais le bouton Add. Même système, je ne peux pas enregistrer parce qu'il me manque des informations. Je l'appelle Linac 1. Le fabricant, c'est Variant. Modèle, distance source 100. OK, numéro de série. Comme le commentaire n'est pas obligatoire, je peux néanmoins enregistrer. Et je peux prendre, si jamais je peux le modifier, la modification aussi simple que reprendre mon dialogue de création et modifier les paramètres. Je peux archiver une machine, une machine archivée va toujours rester dans la base de données pour éventuellement, si je veux refaire les analyses des acquisitions qui ont été faites avec cette machine, mais il ne sera plus proposé pour des mesures à venir, ce qui est utile. Donc, je ne supprime pas la machine, mais il ne vient pas me gêner dans mon travail régulier. Donc, une fois que j'ai fini de créer mes machines, maintenant, je veux créer les détecteurs. OK, soit j'ai le détecteur qui existe déjà ou j'en ajoute si ce n'existe pas. Même principe, je ne veux peut-être pas en créer pour gagner du temps, donc on va apprendre qui existe déjà. OK, même principe, je peux modifier ou archiver. Pourquoi je ne peux pas faire une édition? Parce que pour pouvoir faire une édition, il faut que j'en fasse une sélection. Vous voyez, donc je sais que maintenant que j'ai fait une sélection, je vais pouvoir faire l'édition. Mais si je ne fais pas de sélection, le système interdit, vous rappelle que vous ne pouvez pas faire d'édition si vous ne sélectionnez, vous ne fassiez pas a priori une sélection. Donc, une fois que j'ai défini donc ma machine, mes cliniques et mes détecteurs, maintenant je vais pouvoir définir une liste de mesures ou ce qu'on appelle un protocole de mesure. Le système effectivement fonctionne sur la base de protocole. Un protocole de mesure, c'est un ensemble de mesures qu'il faut réaliser au même temps. Donc pour cela, le terme utilisé par Standard Imagine, c'est Q, ce qui se traduit en français par que. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai défini les protocoles, les mesures qu'elles contiennent vont être faites s'enchaîner l'une derrière l'autre, comme si c'était une file défilant. Si pour créer une liste de mesures, je commence par lui donner. Cette fois-ci, comme c'est une étape de procédure, je dois définir tous les paramètres et c'est là qu'intervient les volets dont je vous ai parlé. Vous voyez le volet général, ça me permet de définir les informations générales sur ce protocole, à savoir, je lui donne un nom, une description, quel est le milieu de mesure, c'est l'eau. La modalité, ça peut être le photon, un faisceau FFF ou un électron. Quel est le type de champ que je veux mesurer? Ça peut être défini avec des mâchoires, défini avec l'MLC, ou un cône SRS, ou un cône en électron. Vous voyez bien aussi le fameux intelligence intervient, puisque c'est le photon, je ne peux pas sélectionner soit l'électron,
soit les SRS cone, puisque c'est du photon. Donc, on suppose qu'on est dans une configuration d'un LINAC. Maintenant, si je sélectionne l'électron, vous voyez bien que tous les autres ne sont plus possibles. La seule possibilité que j'ai, c'est de sélectionner un applicateur en électron. Par ce biais-là, je ne mélange pas. Donc, toutes mes définitions de paramètres sont cohérentes. Donc, je ne mélange pas les choses qui sont pas possibles. Donc, je peux décider de supporter soit un coin, soit comment ça s'appelle, ce qu'on met dans l'applicateur, soit un cache. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini la partie générale, vous voyez bien, je parle de statut not set to complet. Ce qui fait que pareil, tant que j'ai pas fini de tout remplir, je peux pas enregistrer. Donc, je l'arrête, l'enregistrement interdit. Ce qui est là, d'où nous insistons sur l'aspect intuitif du logiciel. Donc, une fois que j'ai fini là, maintenant, je vais définir mes énergies. Les énergies sont soit prédéfinies dans la base de données ou si l'énergie que je cherche n'existe pas, je peux le définir. Donc là, je suis obligé de choisir l'ensemble des énergies qui vont participer dans cette analyse. Je veux pas faire d'électrons, je veux faire Ah oui, maintenant, vous voyez, je n'ai que les propositions en électrons. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dit que je voulais faire de photons. Maintenant, pour faire de photons, je suis obligé de revenir et faire le bon choix de type de rayonnement que je vais utiliser. Maintenant, si je reviens à nouveau sur l'énergie, maintenant, j'ai que des propositions en énergie, en photons. Je peux, mais par exemple, je veux faire de 6 mégavolts. OK. Maintenant, mais donc c'est complet. Je peux passer à l'étape suivante pour sélectionner les tailles de champ à utiliser pour ma mesure. Je peux peut-être faire un 10-10, un simple 10-10. OK. Un simple 10-10. Maintenant, j'ai quel type de mesure? Alors, si la taille de champ, pareil, que je veux utiliser n'existe pas, je peux le définir soit un champ circulaire ou un champ rectangulaire. Il me reste à sélectionner le type de mesure que je veux faire. Là, je peux sélectionner de faire du profil transverse, des profils longitudinal, le rendement en profondeur ou les diagonaux. Donc, on va faire un rendement en profondeur et les deux profils, les profils en deux directions. Comme j'ai sélectionné de profils, j'ai encore d'autres paramètres qui apparaissent pour être remplis parce qu'effectivement, pour faire des profils, je suis obligé de définir à quelle profondeur je veux faire ces profils. Donc, je vais le faire, mettons, un profil à Dmax, puisque c'est un 6 MV, à 5 et 10, 30 et 20. Aussi, une fois que j'ai décidé ça maintenant, il faut que je dise où est-ce que je veux faire ces profils. Je peux décider de faire un profil qui passe à l'axe de faisceau, donc il n'y a pas de offset par rapport à l'axe de faisceau, ou je peux définir des profils à plusieurs offset par rapport à l'axe de faisceau. Quel est l'intérêt de faire ce genre de mesure? C'est le genre de mesure qui vous permet de définir une distribution de dose 3D. Parce que si j'obtiens plusieurs profils avec des offsets différents, ça me permet d'avoir une cartographie de dose en 3D. Voilà à quoi ça peut servir. Mais en général, on se contente de profils qui passent par l'axe de faisceau. Il me reste maintenant que tout est complet. Et voilà, les choix que j'ai dû influer sur mon général. Donc, il me manque quelque chose ici que je sais pas pourquoi on est revenu sur, il me dit que not set. Si je dis save maintenant, je peux pas sauvegarder JAWS parce qu'il me manque comment définir la taille du champ. J'ai dû l'enlever tout à l'heure. Maintenant, je peux enregistrer. Et voilà, on est prêt. On a défini tout ce qu'il nous faut pour faire la mesure. On a une machine, on a les détecteurs, on a la série de mesures à faire. La préférence me permet de définir parce que selon les pays, on n'a pas le même système de séparateur pour les champs en CSV, ni comment définir le décimal. C'est point dans le pays anglophone et surtout chez nous, ça serait des virgules et aussi le format de date. C'est à quoi ça sert le profil. Mais maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour aller faire la mesure. Pour aller faire la mesure,
il faut que je définisse le hardware à utiliser parce que vous avez remarqué que quand j'ai défini mes protocoles, je n'avais pas défini de machine. Pourquoi? Parce qu'un protocole donné peut être applicable à plusieurs machines, voire plusieurs cliniques. Et c'est pour cela, au moment de la mesure, qu'on définit sur quelle machine on va appliquer les mesures, la mesure va s'appliquer. Là, je vais sélectionner une machine, donc je crée unique, une SAD donnée, un SSD donné. Le choix que je fais maintenant, si je quitte l'application et je vais revenir, il va me proposer la même machine. Et là, je vais dessiner le dose rate. Le dose rate, ça veut dire que le débit de dose à utiliser est pour le photon et pour les électrons. Je définis le temps d'acquisition. Le temps d'acquisition, c'est le temps qui me permet de dire qu'on appelle le settling time. C'est parce que, par exemple, quand je veux faire de rendement en profondeur, si je déplace mon détecteur, il va créer une vague. Il va créer une vague dans ma cuve à eau. Donc, si j'enchaîne la mesure trop tôt, cette vague va perturber ma mesure. Donc, le système, il est prévu pour laisser un temps d'arrêt pour que le vague s'estompe avant de commencer la mesure. Et puis aussi le temps d'accumulation de dose. Donc, cette information qu'on vous propose dépend du type d'électromètre qu'on a utilisé. Si vous avez utilisé les électromètres, le A28 qu'on vous a proposé, ou tout électromètre de Standard Imaging, nous connaissons la réponse, comment ces détecteurs-là fonctionnent. Donc, on va vous proposer ici les valeurs optimales pour ce type de détecteur. Il fonctionne très bien à condition que ce soit les chambres ou les détecteurs de Standard Imaging. Maintenant, je vais décider quel fantôme je vais utiliser. Effectivement, il n'y en a pas deux fantômes. La seule possibilité que j'ai ici, c'est soit utiliser le fantôme lui-même, c'est-à-dire que je suis en clinique, j'ai le fantôme disponible, je le branche et je l'utilise, ou je n'ai pas de fantôme qui est le cas d'aujourd'hui et je me mets en mode démo. Donc, en mode démo, ça veut dire que je vais simuler ce qui passerait si j'avais un fantôme, même si j'ai pas de fantôme. Mais en clinique, ça serait l'autre option. Une fois que j'ai connecté donc je vais après faire le test pour vérifier que mon système est effectivement connecté à ma cuve à eau et qu'il y a une bonne communication entre mon PC et la cuve. Et la chose à faire, c'est initialiser le système. OK, maintenant, je vais sélectionner le détecteur que je vais utiliser. Un détecteur pour la mesure et un détecteur de référence. Donc, je sélectionnais chacune des détecteurs. Si j'avais une diode, par exemple, si je veux une mesure avec un source de cobalt où le référence n'est pas le nombre d'impulsions, auquel cas, je n'aurai pas besoin de chambre de référence et je déterminerai simplement le temps d'acquisition. OK. L'électromètre à utiliser, c'est là que je vais appliquer une tension sur l'électromètre. Le système vous permet soit d'alimenter en positif ou en négatif. Et chaque détecteur, chaque canal de mesure, chaque canal, mesure ou référence dispose de sa propre alimentation. Prochaine chose à faire, c'est de faire le zéro. Le zéro, ça veut dire que de déterminer le niveau de bruit. Vous voyez bien tout de suite, une fois que je fais cette opération, je me retrouve avec une valeur, ça ce qui est lu par le détecteur de mesure, et ça c'est ce qui est lu par le détecteur de référence, et c'est le rapport de ces deux mesures qui serait ma mesure définitive à enregistrer. OK, nous en arrivons bientôt. Si je vais faire un déplacement de détecteur à partir du PC, sans rentrer dans la salle, j'ai la possibilité de taper les valeurs que je veux dans le X, dans le sens transverse, c'est-à-dire que X et Y, ou dans le sens tête-pied, ou à la profondeur. En cliquant sur le bouton Go to Position, mon détecteur se déplace rapidement sur cette position-là. Ce type de déplacement est utile, par exemple, si je veux mesurer l'indice de qualité, où j'ai besoin de comparer la dose à 10 cm et la dose à 20 cm.
sans me déplacer, sans me déplacer pour entrer dans la salle, je peux définir les profondeurs qui m'intéressent et puis tout de suite avoir les rapports de dose et calculer mon indice de qualité avec ce système-là. Le fameux que vous avez aussi parlé dit au moment de la présentation, que le système permet de détecter l'axe du faisceau. C'est cette fonction LOCATBeam qui permet de le faire, auquel cas je vais lui dire à quelle profondeur je veux faire la recherche. En général, on le fait à des max et je précise si je le fais dans le 2 axes ou un seul axe. Et quand je fais LOCATBeam, maintenant, le système, logiquement, il va balayer pour chercher les 50% de chaque côté de l'axe et à partir de là, il détermine le centre de l'irradiation. Et à la fin, s'il y a un décalage par rapport à mon centrage, il va me donner les valeurs avec l'option de compenser ce décalage, c'est-à-dire que de prendre maintenant comme l'axe du faisceau, mon axe de mesure ou mon zéro de mesure, non seulement le réglage, l'ajustement que j'ai fait en salle, mais ce qu'il aurait trouvé ici. On va le laisser le temps de faire. Voilà. Comme c'est une démonstration, donc il n'y a pas de shift. Donc il n'a pas trouvé de shift entre le centrage que j'ai fait en salle et l'axe des radiations réelles. Donc éventuellement, si j'ai un shift, je peux dire shift origine pour compenser cette différence. Voilà. Et puis maintenant, la dernière chose avant de commencer la mesure, c'est le fantôme orientation. Parce que le système, la dose view 3D vous donne la possibilité de faire la mesure avec quatre orientations de cube. Mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir les détecteurs quand on rentre dans la salle face à la machine, d'avoir le détecteur face à nous, ce qui nous permet de respecter le critère IOC 1217. Voilà, par défaut, il se met dans l'orientation IOC 1217 pour l'orientation de mesure. Donc, une fois que j'ai fini de paramétrer mes mesures, je vais maintenant sélectionner le protocole de mesure. On a fait celui-là, par exemple. OK. Tout de suite, je me retrouve avec la liste de mesures à faire. C'est pour cela qu'on l'appelle Q. Vous voyez bien toutes les listes de mesures à faire qui vont s'enchaîner l'une après l'autre. Si je ne veux pas faire toutes les mesures, j'ai la possibilité de désélectionner certaines mesures. OK, ou va leur sélectionner toutes les mesures. Mais on va en faire quelques-uns parce qu'on a un temps limité. On va faire un rendement en profondeur et un profil à 1,5 cm. Et puis, une fois que je suis prêt, soit je refais mon zéro, parce qu'on avait eu le zéro de l'électromètre, je peux le refaire ici, et je peux aussi normaliser ma mesure. Autrement, si je suis content, je lance l'acquisition. Donc, pour chaque acquisition, j'ai l'indicateur de progrès. Par exemple, pour celui-là, j'ai à 15% de la mesure de la première mesure à faire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pendant la mesure, comme c'est une opération indépendante, j'ai la possibilité de commencer l'analyse de ce qui a déjà été mesuré. Par exemple, je vais prendre celui-là. Vous voyez bien, pour faciliter le choix, parce qu'après quelques mois d'utilisation, je vais me retrouver avec un nombre très important de mesures, donc ce qui rendrait le choix très difficile. Donc, j'ai les filtres. Ça peut être par rapport à la clinique, ça peut être par rapport à la machine. Par exemple, si vous voyez bien, en cliquant, il me propose toutes les machines qui existent dans la base de données. Si je prends unique, donc maintenant, ma liste est réduite à l'ensemble de mesures qui ont été faites pour cette machine. Je peux aussi le faire par rapport à la date ou par rapport à l'énergie.
Vous voyez bien que puisque l'unique n'a que, pour cette machine qui n'a qu'une seule énergie, seule l'énergie est proposée. Un autre aspect du côté intuitif de l'appareil. Donc, on ne va pas vous proposer toute l'énergie qui existe s'ils ne sont pas en rapport avec le choix que vous avez déjà fait. Donc, si je prends, par exemple, celui-là et je fais OK. Donc, j'ai l'analyse. Donc, c'est pas très parlant pour moi. Donc, on va prendre un autre exemple. Et pendant ce temps-là, je peux toujours revenir pour savoir où j'en suis de ma mesure. Vous voyez, les deux systèmes sont vraiment découplés, ce qui veut dire que pendant votre mesure, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'une mesure en cours soit terminée pour faire l'analyse. Vous pouvez enchaîner l'analyse, ce qui vous permet aussi, surtout important, c'est de l'analyser vos mesures au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, je vais prendre un autre scan parce que celle que j'ai choisie ne m'apparaît pas très utile. Donc, je vais prendre un autre scan. Je prends des mots. Scan. Des mots. OK. Voilà, c'est un PDD. On retrouve le PDD. Une fois que j'ai sélectionné mon scan à afficher, je peux appliquer des filtres. Donc, les filtres, c'est des choses qui modifient ma mesure. Si je prends, par exemple, appliquer le filtre de Moyen-Âge, donc je vais lisser ma courbe. Et maintenant, si je viens, je vois la liste des filtres qui ont été appliqués. Ce qui fait qu'à chaque moment, je peux savoir si la mesure que j'ai en face de moi, est-ce que c'est la mesure brute, une mesure filtrée. Je peux toujours, à un moment donné, supprimer mes filtres ou supprimer un des filtres. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans l'analyse? On peut voir le métrique. Pour cette courbe, par exemple, je peux voir qu'est-ce qu'on a comme métrique. On peut voir comme c'est un rendement en profondeur. Je peux voir le Dmax, le valeur à 5 mm et ainsi de suite. Et le système vous permet aussi de exporter. Donc, on peut exporter mes mesures sur plusieurs formats, soit pour les TPS. Je rappelle que tous ces exports-là sont gratuits. On n'a pas à payer un frais supplémentaire. Vous pouvez exporter le système. OK, donc on peut l'exporter sur les TPS ou exporter en local sur forme de PDD, la conversion de mes mesures en tableau de PDD, la conversion en TPR, c'est-à-dire que TMR, comme on dit en français, ou l'exporter en Excel pour pouvoir l'exploiter avec le logiciel Excel. Je peux faire import. Donc, je peux aussi importer les données des autres fabricants. Par exemple, si j'avais des mesures déjà faites avec une queue de PTW, je peux importer cette mesure-là au format MCC dans l'application. Je peux effectivement générer des rapports soit sur format Excel ou soit au format PDF. Qu'est-ce que je peux montrer? Je peux faire effectivement des demi-profils ou je peux faire fusionner de demi-profils. Je ne sais pas si vous avez entendu une cloche sonner, c'est pour me rappeler que la mesure en cours était terminée. Si je reviens de mesure, et c'est pour cela que j'ai eu la cloche, parce qu'elle a fini les deux mesures, vous voyez? Mais le système attire votre attention si une tâche en cours venait est terminée. Donc, je reviens sur l'analyse. Donc, on peut appliquer plusieurs types de filtres. Le filtre Moyen-Âge, ça c'est le filtre gaussien. Je peux éditer un point, c'est-à-dire que modifier la valeur de chaque point. Et vous voyez aussi le tag, que quand je me déplace, j'ai les valeurs qui correspondent à chaque point de mesure. Pour le rendement en profondeur, je peux ici normaliser à Dmax. Je peux aussi normaliser à une profondeur. Par exemple, si moi, dans mon système certains systèmes de TPS,
exige que la dose soit normalisée pas à des max, mais à une profondeur donnée. Ça, je peux le faire ici. Je peux faire aussi le décalage de PDD en profondeur. Pourquoi? Parce que vous savez que vous passez de la courbe d'ionisation à une courbe de dose. Il faut déplacer la mesure par rapport à l'axe géométrique, c'est-à-dire qu'à 0,5 de rayon de la chambre. Par ailleurs, si vous avez défini votre chambre, pendant la définition de la chambre, le système vous demande la valeur du rayon. De ce biais-là, si vous voulez faire la conversion de l'ionisation en dose, cette décalage est fait pour vous automatiquement avec la vraie valeur. Je veux peut-être essayer d'ouvrir quand même un profil parce que pour prendre un profil, si je vais, vous voyez, maintenant que je peux aussi aller ajouter d'autres scans. Cette fois-ci, je vais prendre les derniers qu'on a mesurés. Voilà, je retrouve le profil qu'on vient de mesurer. Et ce profil, maintenant, vous voyez, pour faire l'analyse, je peux décider quel protocole à choisir. AAPM, Electa, ainsi de suite. Donc, je sélectionne le protocole et en fonction du protocole, évidemment, les paramètres à analyser sont différents. Automatiquement, j'ai l'analyse de mon taille du champ, le décalage centre, la demi-taille du champ à gauche, à droite, le pénombre, ainsi de suite. On a des filtres supplémentaires tels que la symétrisation, c'est-à-dire que je veux faire la moyennage des deux demi-profils pour que mon profil soit symétrique. J'ai aussi le fait miroir, je peux remplacer la partie droite de la profil avec la partie gauche ou l'inverse. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux le même déplacement dont on a parlé et ainsi de suite, swapper les deux côtés de la mesure. Alors, effectivement, on a les fonctions habituelles de zoom, hein, zoom, zoom out. On peut aussi, si j'affiche deux courbes, je peux décider d'afficher que le rendement en profondeur, que le profil ou les deux types. Maintenant, si je prends le tag multiple, si je me déplace, vous voyez, j'ai toutes les valeurs. Il m'affiche en même temps toutes les valeurs du point où je suis pour l'ensemble des courbes. Je peux décider d'en voir qu'un seul à la fois. Voilà. Donc, je n'ai qu'un seul. On peut effectivement soit supprimer tous les filtres, soit supprimer le dernier filtre, décider de ne pas visualiser une courbe. Si je l'enlève, je ne le visualise plus. OK? Ou je peux le réactiver ou le désactiver. Et une fois que c'est désactivé, tous les filtres ne s'appliquent que aux courbes actives. Les courbes désactivées, les filtres ne s'appliquent pas. Ce qui est important aussi, ça veut dire que je peux regrouper un certain nombre de courbes, par exemple les deux là, pour une raison donnée, je peux décider qu'à chaque fois, je peux visualiser systématiquement ces deux courbes ensemble, auquel cas je veux créer ce qu'on appelle scan set, c'est-à-dire que je vais donner un nom, test set, et je le sauvegarde. OK, maintenant je vais pouvoir sélectionner Clear Scan. Je repars à 0. Maintenant, si je vais Load Scan, je peux dire que je veux voir Scan 7. Et puis, je veux voir Test Scan que j'ai fait aujourd'hui. Ah, c'est pas celle d'aujourd'hui, désolé. Clear Scan, Load Scan. Et je prends Scan 7. Alors, pourquoi est-ce que je ne vois pas? OK, pardon, c'est moi qui me suis... C'est bien ça, sauf que ici, je ne vois que le profil. Si je veux retrouver les deux courbes, il faut que je me remette sur All. Donc, je retrouve ce profil-là. Cette fonctionnalité est utile. Par exemple, si vous avez faire des mesures de réglage de la machine, et puis vous avez un ensemble de mesures que vous avez fait ce jour-là, vous pouvez l'enregistrer ensemble comme un scan set. Ou par exemple, vous avez fait des mesures pour lesquelles vous voyez qu'il y a
des problèmes. Vous pouvez les regrouper ensemble dans un scan set, ce qui fait que le jour où l'ingénieur variant ou l'ingénieur Electa viendra, vous affichez ces courbes-là qui posent problème. Ça vous évite de devoir chercher pour aller rechercher ces courbes. Vous pouvez regrouper ensemble dans un scan set et le montrer à la fois. Voilà rapidement la démonstration que je voulais vous faire. Compte tenu de temps limité que nous disposons, j'aimerais bien arrêter la présentation à ce niveau pour pouvoir vous laisser le temps de poser des questions. Maintenant, je reviens sur la présentation. OK. Alors, en résumé, en guise de conclusion, le matériel de 2View 3D est d'une construction structurellement rigide, ce qui vous permet d'avoir une répétibilité et une précision inégalée, une précision de positionnement à moins de 0,1 mm pour chaque axe, une configuration rapide du système, fonctionnalité sans fil pour faciliter la configuration et gagner du temps, électromètre double canon à réponse rapide avec alimentation indépendante par canal. Le système d'alimentation de détecteur est intuitif et le système d'alignement de détecteur est intuitif et polyvalent. En ce qui concerne le logiciel, la navigation est facile, de gauche à droite, pour l'étape de workflow, et de haut en bas pour réglage des paramètres pour chaque étape de l'acquisition. La configuration est facile pour générer la queue. Nous l'avons vu avec la fonction qui vous permet de copier et d'éditer facilement. Toutes les fonctions sont directement accessibles. L'acquisition en mode continu ou pas à pas, ça j'avais pas, désolé, je l'ai pas démontré, mais on a la possibilité soit de faire les mesures en mode continu, en mode pas à pas, et avec plusieurs zones de résolution différentes. Je vais peut-être revenir rapidement sur mon démonstration pour vous montrer ces deux aspects. OK. Pendant la définition, c'est top. Add scan queue. Si je reprends, si je vais définir une autre queue, parce que j'avais oublié de vous montrer quelque chose qui est important, qui est la possibilité de définir plusieurs zones avec des résolutions différentes. Si je vais maintenant aller dans type de mesure, in plane, cross plane, depth, OK, scan mode. Voilà, je peux définir si je veux faire ma mesure en mode pas à pas, step, ou en mode continu. OK, définir mes zones de mesure soit en une seule zone. Une seule zone, ça veut dire que j'ai la même résolution partout ou en zone multiple. En zone multiple, je vais pouvoir appliquer des résolutions différentes d'une zone à l'autre. Par exemple, dans ce cas-là, je vois que dans la zone où j'ai une faible variation de dose, puisque je suis en mode continu, j'ai la vitesse d'acquisition de 15 cm par seconde, 15 mm par seconde, pardon. Mais dans une zone là où j'ai une forte gradient de dose, je peux réduire la vitesse pour avoir des mesures, une meilleure résolution. Voilà ce qu'on appelle l'acquisition multizone en mode continu. Si je reviens sur mode pas à pas, vous voyez bien maintenant la résolution n'est plus en vitesse, mais en millimètres. Donc ça veut dire que dans cette zone où il y a faible gradient de dose, je peux faire mes mesures tous les 2 mm. À moi, le choix de définir, soit je l'augmente, soit je le baisse. Et dans cette zone-là où il y a une forte gradient de dose, je peux changer la vitesse. Je peux restreindre, réduire ou augmenter chaque zone. OK, je peux augmenter la largeur de chaque zone ou le réduire.
Voilà un détail important que j'avais oublié. Je suis désolé, je me sentais obligé de revenir sur la démonstration pour vous montrer cet aspect des choses. Qu'on peut faire soit en mode pas à pas, en mode continu, soit en zone unique ou soit en multiples zones avec des résolutions différentes en fonction de la gradient de dose. OK. Je disais, donc, navigation facile de gauche à droite et de haut en bas, configuration facile de la liste de mesures, fonction de copie, édition facile, toutes les fonctions sont directement accessibles, acquisition en mode continu ou pas à pas avec plusieurs zones de résolution différentes, export intégral des données au format de nombre TPS, nous l'avons vu, ou importation de données au format propriétaire des autres fabricants de cubes l'analyse, le filtrage ou la gestion des acquisitions aussi sont faciles. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé cette petite heure pour le survol des possibilités de View 3D. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.standardimagine.com ou si vous souhaitez avoir des présentations plus détaillées ou même personnalisées à distance sur site, vous pouvez contacter les deux adresses qui s'affichent en bas. Je vous rappelle aussi l'adresse de Hugh Peterson, qui est le product manager de Dosio 3D, qui lui aussi peut vous donner des informations sans doute qui auraient pu m'échapper pendant cette présentation. Je vous remercie. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il n'y a pas, apparemment, il n'y aurait pas d'autres questions. Il y aura simplement des remarques et des choses comme ça. Bon, donc, sur là-dessus, est-ce que vous aurez des questions par rapport à la présentation? S'il n'y a pas de... OK. Qui veut poser une question? Apparemment, je ne vois pas de questions. S'il n'y a pas, alors, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous et à chacun. Et je vais arrêter la présentation à ce niveau.